s'il y a des personnes qui veulent peut-être intervenir, ici vous voulez. Sophie Taillé-Collin, donc je suis députée, le législateur dont on avait parlé à plusieurs reprises. Donc je suis une des 577 législateurs. Je suis vice-présidente du groupe écologiste. Il y a plus de décisions qui s'imposent à moi que capacité. Mais bon, on prend notre rôle très à cœur, y compris pour faire des propositions. Alors c'est vrai que ce mandat c'est quand même bien ouvert sur la question des médias, entre la question, il a ouvert quand même sur la remise en cause de la redevance et du financement et de l'indépendance aussi du service public de l'audiovisuel, qui est une question toujours pendante, non résolue, et on a continué tout au long de l'année à attendre ces états généraux de l'information qu'on ne voyait pas venir. Et puis il y a eu la crise du JDD, et puis il y a eu l'annonce des états généraux. Moi, j'ai eu l'occasion d'écrire et de déposer, d'être autrice d'une proposition de loi qui reprend une proposition qui n'est pas la mienne, bien entendu, qui date de bien avant, c'est-à-dire de donner ce droit collectif aux journalistes à une élection, d'agréer à la nomination d'un directeur de la rédaction, pas seulement en cas de changement d'actionnaire, mais tout le temps en fait, quand il y a une modification. Pourquoi? Parce qu'il nous a semblé que les autres personnes qui ont signé avec moi, qui étaient représentatifs de ce qui pour moi est l'arc républicain, c'est-à-dire de la LFI jusqu'à Horizon, demandaient cette modification de manière immédiate. Non pas qu'on pensait pouvoir agir sur la situation au JDD, mais on pensait que d'autres pouvaient arriver rapidement et qu'il y avait urgence à prendre cette décision, qui était une décision assez simple et déjà expérimentée, mise en pratique très largement, notamment au monde. J'y reviendrai. Donc on va se continuer à se battre parce que finalement cette proposition de loi, on va pouvoir la déposer sous forme d'amendement budgétaire, puisque c'est une conditionnalité des aides à la presse. Je ne reviens pas sur tous les sujets, sur toute l'importance pour notre démocratie. Il y a urgence à agir pour faire en sorte de garantir l'indépendance de la presse, la garantie de la déontologie des journalistes dans les pratiques. Et pour faire ça, moi je participerai avec d'autres aux états généraux de l'information. J'attends une grande loi. J'attends une grande loi qui traitera de ces sujets, des sujets du service public de l'audiovisuel et de son financement, parce que ça nous permettrait de régler le problème une bonne fois. Le sujet des seuils de concentration, un gigantesque problème aujourd'hui avec une loi qui est totalement obsolète, mais aussi la question de la situation des journalistes. Et là, c'est là que se pose ma question. Situation des journalistes, à la fois avec les droits collectifs, celui que j'ai cité, d'autres, et aussi en termes de statut et de statut social. Est-ce que vous pensez qu'il faut mieux réglementer le statut de pigiste? Est-ce que vous pensez qu'il faut conditionner les aides à la presse à un certain nombre de garanties sociales, finalement, de ne pas avoir recours à des auto-entrepreneurs pour faire des papiers, à le fait de garantir une certaine part du budget de l'entreprise à avoir des journalistes. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut aller plus loin, notamment en conditionnant les aides à la presse, mais peut-être avoir d'autres leviers, pour faire en sorte de donner aux journalistes, de garantir à ces salariés pas comme les autres, parce que oui, voilà, c'est des droits particuliers. Il y a la clause de conscience, il y a la clause de cession, mais je pense qu'il faut aller plus loin à la fois sur des droits collectifs et sur aussi des garanties individuelles. Donc voilà ma question. J'ai une deuxième question, c'est au sujet du... J'ai l'impression quand même aussi qu'avec les réseaux sociaux et une forme de libération de la circulation de l'information et du fait d'être journaliste, de se dire journaliste, il y a de plus en plus de personnes qui sont des journalistes indépendants. Est-ce que vous sentez aussi, est-ce que vous l'avez vu, comment est-ce que ça se mesure, quels impacts ça a? Je crois que c'est pas mal, aussi tout ce foisonnement, je crois beaucoup au foisonnement, mais comment est-ce que aussi on donne à ces journalistes indépendants des moyens pour faire du travail de manière qualitative, et puis aussi ça a été
cité. C'est vrai qu'on a aussi, aujourd'hui, là, on a eu une journaliste en garde à vue pour la question des sources. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus parce qu'il y a quand même cette grosse question de la protection des sources. D'ailleurs, en tant que législateur, on se trouve un petit peu parfois démunis. Pourquoi? Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, nous avons voté une résolution à l'Assemblée nationale dans le cadre du débat qui se situe au niveau européen sur le MFA. Et nous avons adopté un amendement, proposition d'une collègue du groupe communiste, pour faire en sorte que les journalistes soient protégés, notamment leurs sources soient protégées au niveau des institutions et des États. Nous avons demandé donc au gouvernement de porter cela en Europe, auprès des institutions européennes dans lesquelles ces discussions ont lieu. Et bien on a découvert que le gouvernement nous portait l'inverse. Donc des fois, on vote des choses, on essaie de respecter le débat démocratique, de faire des propositions, etc. Et puis le respect n'est pas mutuel. Juste réagir quand même rapidement à ce que vient de dire Madame la députée là. Je suis un peu gêné quand même. Le statut de pigiste, alors pigiste c'est pas un statut. Voilà. De journaliste professionnel, oui, c'est un statut en France. C'est la loi Brachard de 1935 qui détermine le statut de journaliste professionnel en France. Et je peux vous dire qu'au SNJ et parmi les autres organisations syndicales représentatives du journaliste, on y tient comme un modèle de nos yeux. Parce que c'est cette loi-là qui instaure notamment la clause de cession de la clause de conscience. L'année suivante, en 1936, la commission de la carte, et un certain nombre de droits et de devoirs alloués aux journalistes dans le cadre de la convention collective. Les pigistes, c'est la loi Cressard de 1974 qui, je ne vais pas vous faire un débat, enfin, je ne vais pas être très long sur le sujet, mais c'est la loi Cressard de 1974 qui instaure que, à partir du moment où on collabore de manière régulière avec un journal, un média, etc., eh bien, on peut être payé à la tâche, et donc on est journaliste pigiste. Je vais faire à peu près la même chose. Et donc, pour nous, c'est un journaliste professionnel, dit de ce nom, voilà, qui doit faire ce métier. Donc, la question des indépendants, pour nous, elle n'a rien à voir là-dedans. Parce qu'un indépendant, un freelance, il n'est pas journaliste. Même si en France, on peut être journaliste sans carte de presse, c'est vrai. Mais être journaliste au sens de la loi, c'est plus de 50% de la profession, enfin plus de 50% du journalisme, de la profession de journalisme. J'ai pas compris. Donc voilà, on y tient énormément sur ces sujets-là, donc on espère que sur ces débats-là, alors c'est pour ça qu'on essaie, on verra que, on espère que les débats initiés dans les états généraux ne vont pas partir dans tous les sens, parce qu'il y a une forme de méconnaissance des fois de la question des statuts des journalistes. Et donc, nous, on tiendra en tout cas là-dessus, et de faire extrêmement attention sur ce statut, qui ne doit pas être détricoté, parce que si on détricote le statut du journaliste, on va arriver à avoir un sous-statut ou des sous-statuts, et après on ne va plus savoir qui fait quoi, qui est le journaliste, le vrai journaliste, et ça va être pire que tout. Il y a peut-être d'autres interventions sur... Juste un petit point, enfin, ouais, il me semble, parce que je n'ai pas toujours occupé les mêmes fonctions, il me semble que les politiques en ce moment sont complètement fourvoyées sur la question des aides à la presse. Parce qu'il me semble que les aides à la presse, à partir du moment où on les conditionne à quoi que ce soit, on va se heurter au droit de la concurrence. Et à chaque fois qu'on a essayé d'utiliser cette conditionnalité des aides à la presse, on se retrouve confronté à un autre type de droit et on ne débouche pas. Il me semble qu'il y a deux sujets, en revanche, sur lesquels on n'a pas l'air de beaucoup travailler. Le premier, c'est comment on définit le collectif de journalistes, très concrètement, juridiquement. Et le deuxième, c'est comment on définit juridiquement la personnalité du directeur de la rédaction. Parce que dans la loi française, il n'y a pas de responsabilité du directeur de la rédaction. La loi de 80 dit qu'il y a un directeur de la publication qui est responsable, c'est propriétaire, il y a un complice qui est journaliste. Mais juridiquement, le directeur de la publication n'existe pas. Si on veut avancer sur ce dossier-là, il faut revenir sur la loi de 81 et définir ce qu'est le directeur de la publication et ce que sont ses responsabilités.
Sur les aides à la presse, pour répondre à ça un tout petit peu plus complémentaire, ça fait des années que le SNJ n'est pas le seul. Je suis Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes, toujours SNJ bien sûr. Nous demandons qu'elle soit soumise à plusieurs types de critères. Premièrement, l'application des lois en vigueur. Et ça rejoint votre première question sur les pigistes. Si les lois étaient appliquées, il n'y aurait pas de problème de pigistes. Sauf qu'elles ne sont pas appliquées la plupart du temps, notamment par un certain nombre de patrons voyous. Il faut aller en justice à chaque fois pour faire appliquer la loi. Deuxième type de critère que nous demandons, qu'il y ait une charte d'éthique dans l'entreprise. Et la loi Bloch ne nous a pas rendu trop service et qui disait ce sera négocié dans chaque entreprise. Pour nous, c'était comme si le permis de conduire était différent dans chaque département. Oui, voyez-vous, or il y a 3 textes reconnus par la profession qui existent et qui pourraient être adoptés. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais c'est ces 2 premières réponses que je voulais vous donner. Bonjour, Pierre Bécam, je suis élu SNJ à Contexte, qui a mis en ligne une formation pour le professionnel de politique publique. Je voulais juste vous dire, enfin, moi j'ai la chance d'être, mais c'est pas la norme, d'être dans un média qui justement essaie de ralentir, de miser sur la plus-value de l'information, de publier l'information pour que vous certifier, vérifier, à haute valeur ajoutée. C'est un bon terme pour l'information, mais vous voyez, et donc du coup, on a aussi le temps de vérifier l'information, et on a le luxe et la chance d'avoir les moyens pour le faire, comme le média peut-être le monde, c'est le cas. Et malgré cela, la pression au travail, elle est fortement présente aussi. Mais j'ai raté une intervention, donc malgré si vous l'avez déjà mentionné, mais je veux savoir si vous avez interrogé le rôle de cette surconnexion en fait, qui doublait effectivement à la fatigue informationnelle dans laquelle on baigne, parce qu'effectivement il y a 1000 canaux d'information qui s'accélèrent. Dans quelle mesure ça peut pousser aussi à l'épuisement, parce que par exemple, vous avez étudié le baromètre à mesurer la Covid. Est-ce que le fait d'être dans la boucle de conversation, les outils utilisés, est-ce que vous êtes rentré dans le détail de comprendre comment ça peut poser sur notre travail, comme d'autres professions d'ailleurs, on pourrait isoler de cette question. Et ma deuxième question, c'est de savoir si vous aviez identifié des initiatives pour essayer novatrices ou nouvelles pour essayer de mettre en place des mécanismes, notamment différents médias, pour essayer de lutter contre cette question de l'information. Ce que je voulais dire, c'est que j'entends que dans certains médias, et je le vois chez les confrères et les camarades, il y a effectivement des médias où le flux d'informations, le fait qu'on doit publier plusieurs fois par jour, etc., ça pèse très fortement sur la production même et la qualité de l'information. Je ne mets pas ça, je dis juste que moi je suis dans un média qui n'était pas dans cette thématique-là, et pourtant il y a toujours cette thématique de la question très forte. Et notamment peut-être le fait de chercher de la plus-value de l'information de qualité qui, à mon avis, est le point de salut des médias et de l'information et des outils de presse. Ça va aussi peut-être renforcer la question de la question de travail, parce que forcément, quand on fait un excellent travail, elle enseigne une question. Comme on disait tout à l'heure, on a fait passer ce baromètre juste après Covid, donc avec la généralisation du télétravail, et incontestablement les résultats concernant l'impression temporelle et l'impression d'être toujours connecté, c'est fait beaucoup plus présente. Ensuite, concernant les canaux, les formes que ça peut prendre, là on a moins de visibilité, mais
Alors là, même, ça dépasse le cadre du journaliste à proprement parler, hein, ce qu'on constate. Et ça, c'est vraiment des sujets de réflexion pour l'avenir, c'est que la porosité non professionnelle ou privée, elle s'exprime aussi au travers d'outils comme WhatsApp qui sont utilisés à des fins professionnelles, alors que ce n'est pas leur but, avec cette intrusion dans la vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose de plus général. Après, comme le disait Dreyfus, effectivement, là, on est sur le droit à la déconnexion, et une exemplarité managériale sur ces sujets-là, qui permettent la pression sur les réponses, c'est très difficile. Donc, je vous laisse peut-être répondre comment moi, je pense que ça pose assez vite la question des moyens. C'est-à-dire que le temps pour faire de l'enquête et la nécessité que certains puissent se déconnecter, c'est-à-dire que l'autre reste connecté, c'est-à-dire qu'il faut des moyens importants. Et c'est là où on se cogne un peu avec une injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'on a besoin qu'il y ait des groupes, des actionnaires qui aient les moyens de financer les pertes, et en même temps, la logique aujourd'hui est d'arriver à encadrer les droits des actionnaires pour que ce ne soient pas des droits qu'ils auraient dans une autre société, dans un autre secteur d'activité. Donc c'est là où on a une difficulté très souvent, donc il y a des atypismes qui sont des fonds de dotation. Là, on a réussi à trouver des modèles, mais ces fonds de dotation sont aujourd'hui le fait d'entreprises médiatiques qui ont trouvé leur modèle économique, qui sont bénéficiaires. Donc on peut, dans ce cas-là, avoir des surstructures qui ne remplissent pas un objectif de résultat, de dividende, de capacité à être revendus. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait plus de journalistes qui travaillent dans les médias. Ça ne peut pas avoir un effet immédiat en termes de bénéfices, donc on a besoin d'actionnaires de plus en plus solides pour financer ça, et en même temps, on a besoin d'encadrer mieux les droits des actionnaires. C'est pour ça que je pense que plus on avance, plus on va avoir besoin que les industriels puissent financer les médias, mais il faut absolument que justement le législateur, le député, pose des contraintes. Sinon, on est dans des cas, et le cas du JDD qui maintenant n'est pas mieux, avoir des entreprises qui sont en difficulté, avec des salariés qui soit acceptent les conditions qui sont posées par le nouvel actionnaire, soit toute entreprise. C'est pas possible que le débat soit posé dans ces cas. Donc il manque un cadre légal pour dire que l'actionnaire qui arrive a des droits, et il a aussi des devoirs. Moi j'ai l'impression aujourd'hui que si l'actionnaire n'est pas vertueux, et je pense que l'actionnaire, même aussi puissant qu'il peut être vertueux, mais il y a aujourd'hui peu de contraintes qui lui sont imposées. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. L'autre chose, sur les aides à la presse, effectivement, j'imagine que c'est un sujet, je reviens sur ce qui a été dit des derniers états généraux de la presse. Effectivement, le résultat a été une augmentation massive et instantanée des aides à la presse. Est-ce que ces aides ont aidé à la transformation du secteur? Si quelqu'un me dit oui, je veux bien que vous me le présentiez, parce que je ne suis pas certain que ce soit le cas. Et donc, maintenant, il faut le dire, moi je ne suis pas contre des subventions publiques, mais dans ce cas-là, il faut que l'objectif soit clair, de transformation du secteur, d'aide à la diversité de l'emploi, très bien, aujourd'hui ce n'est pas évident. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer des aides, mais s'il faut demander un consensus des éditeurs qui se tournent vers l'exécutif en disant de quoi ont besoin, je pense que la réponse sera monétaire. Or, ce n'est pas le sujet. Donc, il peut y avoir ce sujet-là, mais il faut qu'il y ait d'autres sujets. Donc, si jamais il y a la question des subventions qui se posent, il faut qu'il y ait la conditionnalité des aides qui se posent de manière urgente, et qu'il y ait des protections supplémentaires qui soient données au collectif de journalistes. Dernier point, dernière contradiction à laquelle on est confrontés tous, je pense, autour de la table, c'est qu'il y a une aspiration probablement légitime des personnes à bénéficier de temps de télétravail, que le Covid a fait basculer beaucoup d'entre nous dans un mode de fonctionnement, et qu'en même temps, je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui qu'on a besoin de plus de collectifs. Comment on arrive à revenir en arrière, moi je ne sais pas, mais je pense qu'il faut faire attention.
un excès de télétravail en train de tricoter le collectif et de nuire à la qualité de ce qu'on produit. Si chaque journaliste est sur son couloir de nage chez lui, on fera un moins bon journal que s'ils se retrouvent ensemble en conférence de rédaction ou à échanger à la machine à café. Donc là, on a dans nos organisations, et Technologia aura l'occasion de plancher dessus avec les éditeurs, on a des modèles à inventer, parce que comment, sans revenir sur un droit qui a été donné aux salariés, comment on peut arriver à ce que ce soit, ça n'habite pas le collectif et donc la qualité de vie, ça c'est une vraie difficulté. Simplement pour compléter ce qui vient d'être dit sur la question en fait des évolutions souhaitables, sur le domaine audiovisuel, il est évident qu'il faut revoir les règles, les conventions entre les médias et le CSA. Il n'y a pas effectivement suffisamment de règles précises permettant un contrôle. Par exemple, la question de la vérification de l'information, elle devrait être au cœur. Aujourd'hui, c'est pas du tout effectivement actionné. Donc on peut, que ce soit sur les aides à la presse, moi je suis très favorable à ce qu'elle soit maintenue conditionnellement, comme l'a dit la présidente de la Fédération internationale Dominique Vanier, qu'elle soit conditionnée avec un véritable débat. Il n'est pas normal, par exemple, que des journalistes pigistes qui ont fait leur travail, à qui on a commandé, par exemple, 4 feuillets, en fait, du fait du traitement logiciel de mise en page, qui va peut-être réduire ces 4 feuillets à 2 feuillets et demi, soit payé sur 2 feuillets et demi. C'est quand même pas normal. Vous voyez, bon, et ça, ce sont des pratiques qui sont extrêmement courantes aujourd'hui, avec une situation de tu prends ou tu laisses, mais si tu laisses, c'est pas grave, tu te casses, il y en a sans qui attendre. Donc un véritable contrôle à faire, conditionnellement, pour obtenir des aides, comme il y a des règles à imposer en matière de qualité de l'information, d'exigence du CSA, et de donc faire en sorte qu'on ait une mutation. Parce que sinon, si on laisse faire les choses aujourd'hui, dans la période que nous avons aujourd'hui, avec l'autocensure, avec le manque de moyens, avec la pression temporelle, etc., si on a une qualité de l'information qui se délite, à terme, c'est vraiment des fake news, on l'a vu à plusieurs reprises, ce sont des situations alarmantes en termes, y compris de débat public, et on ne peut pas laisser aller à la démocratie à ce niveau-là. Il y avait une question, mais juste, je me permets de te contredire sur les pigistes. Normalement, un pigiste, il est payé à la commande. Donc, s'il y a 4 feuillets, il est payé 4 feuillets. Si, malgré tout, il est payé, il y a 2 feuillets qui paraissent. Bonsoir, je voulais vous remercier pour la qualité de l'intervention, qui se complète assez bien. Il me semblait, jusqu'à ce que M. Dreyfus reprenne la parole, qu'on avait un peu abordé la question justement des moyens et du modèle économique des médias qui est un peu des fonds à la pièce, parce que ce soit la question des propriétaires de médias qui imposent parfois leur volonté sur leurs journalistes, les journalistes qui sont censurés, ce qui est plus courant, ou aussi autre chose qui avait été abordée, les annonceurs, c'est généralement ne pas déplaire. Il me semble qu'évidemment il y a une nécessité de réfléchir à tout ça. Or, on est aussi dans un moment où, du fait du web notamment, les lecteurs, les petits lecteurs, etc., rechignent beaucoup. Je ne sais pas si c'est tout le temps le cas, mais à payer pour enseigner l'information, parce qu'on peut dire que voilà, il y a des journaux gratuits, des médias gratuits, etc. Et donc, je voulais savoir ce que les uns et les autres vous aviez à proposer en matière de nouveaux modèles économiques pour les médias, et notamment si je pensais à la proposition qui a été faite par Pierre Rambert de Diplomatique sur ce qu'il y a un projet pour le presse libre. Alors, il y a plusieurs volets à ça, mais notamment le fait de développer une cotisation à la formation qui ensuite serait distribuée un peu comme sur le modèle de l'ex-redevance audiovisuelle, qui serait développée plus largement et qui viendra abonder le système des aides à la presse, mais sans forcément être directement attribué par l'État, qui peut aussi avoir d'autres problèmes. Pourquoi pas, et ça pose la question de la répartition de cette aide.
C'est-à-dire que moi je trouve qu'il y aurait une logique à ce qu'on soit un moyen qui soit très incitatif au recrutement et à l'emploi des journalistes. Donc, si on dit qu'il y a une cotisation du titre de vente, mais qui est distribuée de manière uniforme, ça ne répond pas aux questions de gouvernance, ça ne répond pas aux questions d'indépendance des annonceurs. C'est-à-dire que tout le monde prendra l'argent. Donc il faut quand même qu'il y ait on tienne compte des motivations des uns ou des autres. Si on est capable de créer une incitation en disant pour X journalistes, les aides sont surpondérées, il est très probable que beaucoup de patrons de presse tiendront compte de cette incitation. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire que si on dit on dégage un budget, on le répartit uniformément, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on aidera des gens qui n'en ont pas besoin, on aidera des gens qui ne méritent pas. Donc il faut vraiment réfléchir là-dessus. Moi je pense qu'à un moment, on a le droit aussi de se dire, et je vous dis ça et je pense que tout le monde se raconte, parmi les organisations de la presse, de se dire on part de zéro et on rebâtit un système d'aide à la presse. Parce que sinon, vous allez avoir un consensus sur on est d'accord, on garde tout, mais on est d'accord pour en ajouter. Les finances publiques ne permettent pas ça. On a le droit aujourd'hui de se poser la question qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui mérite de s'éteindre, quitte à ce que ce soit progressif. On est obligé d'avoir un effet vivant immédiat. Mais ça, il faut qu'il y ait pour cela des gens qui s'emparent de ces sujets économiques, effectivement. Et moi, ce que j'ai entendu pour l'instant des états généraux, c'est que ça va toucher beaucoup de choses, mais pas l'économique. Et se dire qu'on peut garantir l'indépendance des médias sans s'interroger sur leur économie, leur monde économique, c'est faux. Pourquoi Mediapart a réussi à faire une communication? Pourquoi nous? Parce qu'on a inventé un modèle économique. Ceux qui perdent de l'argent se retrouvent en difficulté mécanique. Pourquoi le JDD est en difficulté? Parce que le JDD est lourdement déficitaire. Et après, c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand vous avez un actionnaire qui devient propriétaire d'un journal ou d'un média qui est déficitaire, il vient pour d'autres raisons. Les autres raisons, ce sont des intérêts particuliers, personnels, politiques. Voilà, donc on est obligé, je suis d'accord avec vous, de venir sur l'économique. Sinon, on est très fragile. Je n'ai pas encore lu votre enquête jeune journaliste lors du doute, mais je suis quand même, je suis jeune journaliste et je doute. Je voulais poser la question du journalisme indépendant. Je ne pense pas que ça a été soulevé comme une question à traiter pendant les assises du journalisme, ça s'appelle les états généraux, pardon. Moi j'ai cette question-là parce que je trouve que ce journalisme indépendant est très bien, mais on parlait tout à l'heure du fait que les journalistes maintenant manifestent, ils ont besoin d'une garde rapprochée. Et moi je sais aussi dans la manifestation, il y a des street reporters qui vont venir faire des lives toute la journée et que par contre ils ne sont pas du tout agressés, ils n'ont pas de problème. Je sais que mes amis par exemple préfèrent suivre les influenceurs sur les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup de personnes refusent complètement de s'intéresser aux médias traditionnels. Ils se payent la télé, d'ailleurs ils l'achètent même, et ils préfèrent s'informer avec les WhatsApp et Telegram. Et alors à titre personnel, moi j'ai fait une prépa de journalisme, après une licence de droit, je suis restée 2 ans dans la prépa, j'ai fait un prêt pour faire une école reconnue. Et aujourd'hui je suis juste je suis rédactrice télé à France Télévisions, on appelle ça CTV, Sarcement Beau, Planète de Radio France. Et je trouve que j'ai un petit peu, quand je vois comme c'est difficile en fait de trouver des pistes, des opportunités de travail dans les médias, j'ai l'impression que en fait on est un peu garde-pied avec ce journalisme indépendant. Tout le monde peut informer. Est-ce que c'est pas qu'il n'est pas temps, il y a une liberté d'expression bien sûr, mais est-ce qu'il n'est pas temps de réguler ce droit à informer pour que pas tout le monde finalement puisse se réclamer du journalisme? En s'en fichant complètement de la carte de presse, ça m'a frappé. Vous disiez que M. Valmir, je crois, parlait du fait que les gens ne savent pas, c'était une conférence de rédaction, mais aussi beaucoup de gens qui ne savent pas que, pour être journaliste professionnel, il y a un statut, il faut une carte de presse, et en fait, ces gens-là qui ne savent pas ne veulent même pas savoir.
Donc, voilà, c'est la question un peu large. Elle n'est pas large, elle reflète bien la situation actuelle, la situation de confusion d'ailleurs. Parce que quand vous parlez des. Pendant les Gilets jaunes, il a été un principe de dire la vérité, la sacro-sainte vérité. Or, une manifestation, ce n'est pas une vérité, ce sont des vérités. Et il faut toujours contextualiser. Pareil, le journaliste indépendant, mais je ne sais pas ce que c'est le journaliste indépendant. Le journalisme, il est indépendant par définition, logiquement. En tout cas, nous, tel qu'on le pratique, et moi, tel que je l'ai pratiqué sur le terrain, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, en âme et conscience. Personne ne m'a dicté quoi que ce soit. Donc, le journalisme indépendant, je crois qu'il y a eu beaucoup de cette phrase qui a été donnée justement au moment des Gilets jaunes et des anti-vax, qui fait référence au journalisme citoyen, par opposition au journalisme des médias dits traditionnels qui ne seraient pas indépendants ou soumis à un pouvoir politique ou économique. C'est une vue d'esprit. C'est pas parce qu'on va avoir un Facebook Live qu'on va avoir la vérité en direct. Le Facebook Live, il va prendre une image en direct, on ne sait pas ce qui se passera hors champ, on ne sait pas ce qui s'est passé avant et après. Ça s'appelle la contextualisation. Ça s'appelle la recherche du fait, du factuel, qui reste l'essence même du métier. Donc, là où vous avez raison, c'est que ce que vous questionnez, en fait, c'est la quête de sens ici. Comment, au milieu de tout ça, je fais mon travail de journaliste et je le mets au service du fait, derrière du fait, et qu'il puisse ensuite trouver un vecteur vers une citoyenne qui s'informe. Finalement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, vous l'évoquez sur l'éducation aux médias et à l'information, il y a tout un travail à faire dans ce domaine-là aussi. Mais c'est une situation très compliquée et qui ne va pas s'arranger. Qui ne va pas s'arranger parce que la défiance est absolument partout. Et on voit bien que finalement tout le monde peut s'improviser journaliste sur les réseaux sociaux aujourd'hui, que tout ce qu'on fait, un influenceur n'est pas forcément un influenceur, ça peut être un créateur d'information également, ça peut être un éditorialiste, mais à sa façon. Il n'y a pas de carte de presse qui va se revendiquer tel quel. Et finalement, quand je dis que l'éducation aux médias est fondamentale, c'est que s'il y a 30 ans, le citoyen qui ne voulait pas s'informer, il ne s'informait pas, il ne voulait pas le journal, il ne regardait pas la télé, à l'industrie, il n'allumait pas la radio à l'heure des infos, il ne s'informait pas grave. C'était un choix de vie. Aujourd'hui, celui qui ne veut pas s'informer, il n'y arrive jamais. Il n'y arrivera jamais. Son téléphone va être télescopé par un flux de notifications, et s'il ne sait pas gérer ce flux de notifications en différenciant le vrai du faux, ce qui relève de la désinformation, de l'influence, de la manipulation, s'il n'arrive pas à démêler tout ça, il va être handicapé dans son développement personnel parce que sa faculté à raisonner sera altérée. Et ça, c'est dès le plus jeune âge. Et si effectivement, à 16-17 ans, on n'est pas capable de savoir comment on lit une information qui arrive sur son téléphone, alors là, c'est un grave danger pour la démocratie également. Donc tout ça sont des enjeux fondamentaux. Et malheureusement, à cette question cruciale, je n'ai pas la réponse. Si ce n'est qu'il faut être conscient de tout ça et trouver des systèmes d'organisation qui puissent être beaucoup dans la simplification, je crois, et dans l'explication de ce qu'on fait. Jean-Marie doit nous quitter malheureusement. Juste une chose, moi je rejoins ce que dit Eric à l'instant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le journaliste, dans la loi rachat, au 35, c'est le journaliste est un salarié. C'est la définition du journaliste, être un salarié. Celui qui est un journaliste auto-entrepreneur, c'est pas un journaliste au sens de la loi. Et alors pourquoi on tient dans cette loi de rachat le fait qu'il y ait du salariat, c'est qu'en plus le salariat est adossé à un certain nombre de dispositions, notamment la convention collective, et dans cette convention collective, il y a des droits et des devoirs du journaliste. Donc, encore une fois, le journaliste, c'est un métier extrêmement exigeant, pour toutes les raisons qui ont été décrites à l'instant, et donc, personne ne peut pas s'improviser comme ça. Cela étant, j'ai nuancé mon propos. Comme je disais tout à l'heure, il y avait des rédactions où il y avait différents parcours de personnes qui se trouvaient journalistes à un moment donné. Maintenant, les jeunes, les journalistes qui viennent de l'école de journalisme, la plupart. Il y avait une ouverture en fait dans la profession, naturelle qui se faisait. Voilà.
Donc on a un peu malheureusement perdu ça. Mais c'est pas parce que on souhaite devenir journaliste et on est influenceur qu'on peut pas le devenir. Voilà. Et un influenceur n'est pas un journaliste. Après, c'est carte de presse. Il y a d'autres interventions, d'autres questions? Bonjour, Mathias Renaud, je suis journaliste à France Télévisions, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui plus est, donc dans un terrain complètement différent, en polyvalence imposée, télé, radio et numérique. Je fais partie aujourd'hui des 16% du baromètre qui sont en questionnement sur leur avenir, sur une éventuelle reconversion. Je suis passé par des phases d'épuisement professionnel, de burn-out, et aujourd'hui, elle essaye de. Déjà, c'est très intéressant tout ce que vous dites aujourd'hui, puisqu'il y a énormément de questions qui se posent. Moi, il y en a une en particulier sur laquelle je n'arrive pas à avoir de sentiment ou d'éléments de réponse. Elle concerne les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'estime que notre métier, on doit continuer à le faire sur du long format, avec un réel attachement, comme vous l'avez dit, à la vérification, les sources, aller sur l'investigation, sur l'enquête. Je pense que c'est là qu'on a une vraie plus-value et quelque chose à apporter et à prendre du plaisir, surtout à continuer à exercer ce métier. Mais en même temps, on va de plus en plus vite. On l'a entendu encore avec la dernière intervention, c'est vrai que les jeunes ne s'informent plus avec la télévision, différemment avec la radio, la presse écrite. Voilà, le monde a complètement changé. Concrètement, comment faire pour aller parler au public qui aujourd'hui ne le font plus, nous consulter? Est-ce qu'il faut, selon vous, se positionner sur les réseaux sociaux? Comment faire et surtout comment réagir face à des algorithmes qui aujourd'hui sont en train de changer complètement les manières de consommer l'information? Quel est votre regard justement sur cet aspect? Oui, c'est effectivement un sujet qu'on a, c'est comment on arrive à renouveler le lectorat et comment on arrive à initier une relation avec une génération qui n'est pas sur le support traditionnel et qu'on évite d'être la marque média de leurs parents, de leurs grands-parents. Nous, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur les plateformes. Donc, on a l'équipe de journalistes qui produisent une édition quotidienne sur Snapchat, on a une équipe qui travaille sur TikTok. Ce sont des médias gratuits. On a qui ont des éditions quotidiennes, également sur YouTube. Le pari étant, on commence à parler à cette génération, elle nous découvre d'autres formats, il y a beaucoup plus de motion design. 2, 3, 4 ans après, quand ils auront atteint ou dépassé 18 ans et qu'ils chercheront plus de valeur ajoutée, ils iront naturellement chez nous. Ça c'est des modèles qui sont pour l'essentiel sans revenus. Pour les éditeurs, c'est une capacité d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut quand même accepter de perdre de l'argent, mais comme le ferait une entreprise qui fait de la recherche et développement. Quand moi, j'ai ouvert cette discussion avec les pouvoirs publics en disant mais aider les éditeurs à payer pour Snapchat, pour TikTok, parce que c'est un moyen de parler à ces nouvelles générations, ils m'ont répondu mais nous, on est contre les plateformes, on est contre Snapchat et contre TikTok. Sur cette base-là, c'est très compliqué. On peut être contre beaucoup de choses, mais je pense que ces plateformes s'imposent à nous. Mais il y a des moyens. Il faut ça, on peut aussi imaginer qu'il y a un fonds qui permet de créer des contenus par des médias qui portent des vraies rédactions avec des journalistes. Donc ça, vous avez une garantie de qualité d'information et que l'État apporte des subventions pour pendant 2-3 ans et que on construit des audiences, on sait que ces audiences vont grandir, pour un moment lâcher ces plateformes-là pour revenir sur les médias traditionnels. Donc oui, effectivement, il y a des possibilités. Aujourd'hui, il n'y a aucune réflexion à l'échelle des pouvoirs publics sur cette question qui est comment on arrive à parler à une nouvelle génération. Pour l'instant, quand on regarde la question de l'éducation média, elle est traitée de manière très marginale. Il y a des initiatives qui sont tout à fait honorables, qui touchent très peu le lycée. La semaine de la presse, c'est une semaine. Alors nous, on essaie d'aider une association qui s'appelle Entre les lignes, avec l'AFP, où on prend en charge les transports et on donne des jours aux journalistes professionnels dans les collèges et lycées, mais c'est aussi pour l'instant très marginal. Donc il y a
mais je pense qu'il faut que les marques avec des grandes réactions acceptent de produire des contenus vers cette génération sur ces plateformes. Il n'y a pas de revenus, donc là on peut aussi s'interroger sur des initiatives publiques qui pourraient financer ou confinancer ces initiatives. Je vous annonce en compte que le public a lancé une grande action forte et concertée en éducation aux médias, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. D'ailleurs, l'éducation aux médias sera un des enjeux des états généraux de l'information. Simplement, faut-il aller sur les réseaux sociaux? En fait, la question est posée par ceux qui s'informent. Pour la première fois aux États-Unis, les plateformes et les réseaux sociaux sont devenus la première source d'information. La télévision ne servant que de support. Pour la première fois, on a basculé. On peut dire que l'Europe occidentale va suivre ce balancier là également. À partir de là, si le changement d'usage change, est-ce que ce n'est pas à nous aussi de nous adapter d'aller vers ces plateformes et ces réseaux? Moi, ça ne me fait pas peur, c'est pas épouser le diable. Je veux dire, depuis Émile Zola, notre métier n'a jamais changé. Il y avait l'écrit, la radio est arrivée, et puis c'était un autre journaliste. La télévision est arrivée, c'était un autre journaliste. Le numérique est arrivé, c'était un autre journaliste. Les réseaux sociaux sont arrivés, c'est un autre journaliste. Mais la fonction essentielle du métier, elle n'a pas changé. C'est le fait, la recherche de l'information, on va être fier des certifiés. Ça reste toujours ça. En revanche, moi, si je dois avoir peur de quelque chose, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment l'intelligence artificielle. La manière dont ça bouge tous les jours, là, ça va vraiment chambouler quelque chose. Et là, oui, ce que j'ai mentionné là se retrouve en danger. L'ADN de la profession va trembler sur ces fondations, certainement. Et là, il faut vraiment se préparer. Comment, je ne sais pas encore, on y a réfléchi. Peut-être une dernière question, parce que l'heure tourne. Bonsoir, merci. Simplement, tout à l'heure, en début de colloque, vous avez beaucoup parlé des gens qui partent, qui quittent la profession, très naturellement, pour une reconversion. Fort heureusement, il y a aussi des gens qui arrivent, parfois aussi dans le cadre d'une reconversion. Ce qui me concerne, j'avais un métier à 40 ans, après une vie professionnelle avant, et en fait, je viens d'un autre secteur qui n'a pas rien du tout, qui est celui du travail social. Alors, point de commun entre la presse et le travail social, au-delà d'un profond mal-être, sont les corps intermédiaires. Voilà. Chacun a sa façon. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il faut y voir d'autre? Moi, je crois que ce qu'on constate, en tout cas ce que j'ai constaté sur les 13 dernières années dans le travail social, c'est que ce sont des métiers qui meurent, souvent du fait de choix politiques ou économiques discutables, aussi du fait d'une difficulté de la profession à réfléchir collectivement, à construire des propositions collectivement. Voilà. Et simplement, ce que je voulais dire, c'est que les initiatives telles que celles qu'on voit ce soir me semblent plutôt encourageantes, dans le sens où effectivement, on voit des gens qui se mettent autour de la table, qui sont technologiens, qui sont un syndicat de journalistes, qui sont un patron de presse, qui sont là. Je trouve ça plutôt encourageant venant d'un autre secteur. Voilà, je veux simplement apporter ce petit éclairage un peu à l'extérieur à ce à quoi on assiste. Voilà. Bon, une petite note positive. Peut-être une dernière question. Merci en tout cas il y a beaucoup de débats qui traversent la profession et c'est normal qu'on discute entre différents acteurs, mais c'est vrai que c'est bien de souligner. Non, il n'y a pas d'autres questions? Ah si, une dernière. Puis après, bon, on sera à votre service pour discuter sans problème. Oui, pardon, une petite question concernant la multiplication des contenus à foison. Moi, j'ai un camarade de promotion qui a quitté François, qui avait déjà le rythme de travail était ahurissant, parce qu'il était rédacteur en chef sur l'édition régionale. Mais en fait, là, je me dis qu'il y a une réforme, justement, il y a de plus en plus d'éditions régionales.
François Région va faire son émission. Les gens vont devoir créer de contenu, d'information, etc. Une logique de production très très forte. Et je trouve qu'on retrouve ça à peu près à tous les niveaux. Donc, chacun doit produire avec cette maîtrise. Donc, la question que j'ai envie de poser, c'est tout simplement comment on ralentit. Est-ce qu'on peut, dans la loi, faire quelque chose là-dessus où on est inspiré par le temps moderne, comme Jackie? Oui, enfin, dans cette question-là, je rejoins ce que disait Louis Lafus tout à l'heure, hein, c'est la question des moyens. Parce que je trouve que finalement, si on cite France 3, si on doit rentrer dans les adversaires de France Télévisions, hein, mais le retour à la proximité et au territoire n'est pas foncièrement fondamentalement une mauvaise idée. La décentralisation, c'est en fait ça qui est en jeu. Et si elle n'est pas accompagnée de moyens, c'est là où il y a une pressurisation finalement du travail et de la surcharge de travail. Donc évidemment, chaque plan éditorial ambitieux peut certainement s'accompagner de moyens. Il n'a pas essayé de dire ça, mais malheureusement, le fond du problème il doit être là. Encore une fois, je ne suis pas dans les affaires de France Télévisions, et même si on parle beaucoup de France Bleu et France 3, ouais, ça peut être n'importe quoi. Je crois que c'est des organisations de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous, on a beaucoup réfléchi à des nouvelles organisations, mais ralentir, quand vous êtes dans le news, l'actualité n'attend pas, et comme vous le dites fort bien, une activité tombe, une activité en chasse l'autre, il faut simplement savoir prioriser et archiver. Ce sont des organisations à avoir dans les rédactions. Et là, je crois qu'on a des modèles à chaque fois très différents. Mais je crois vraiment que la course à la production pour être dans le flux permanent, la hausse de la concurrence, la multiplication des réseaux et des sources d'information génère aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Pour compléter la réponse, en fait, ce que l'on constate, nous, de notre point de vue, c'est que depuis 2007, la création des smartphones, il y a une accélération extrêmement importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'information professionnelle a conquis toutes les sphères de vie de l'individu, ou tend à conquérir. Il y a une toute-puissance du travail qui déborde aujourd'hui sur le plan de vie familiale, sur le plan de vie politique, sociale, associative, culturelle, etc. Et donc, le vrai problème il est là, c'est qu'en fait, cette toute-puissance ne permet plus une régulation normale. On est sans arrêt avec des pics professionnels et il n'y a pas suffisamment de temps de récupération, de temps de repos pour pouvoir permettre à l'organisme tout simplement de ne pas être dans un stress continu. Et ça, c'est le stress chronique que nous conduit bien sûr à la fatigue mentale, à la lassitude, mais peut conduire aussi, on l'a vu, hein, on n'en a pas parlé beaucoup, on l'a évoqué, mais je dirais la profession journaliste, avec celle des avocats d'ailleurs, on a étudié la question des avocats aussi, eh bien c'est une des professions où il y a le plus de burn-out avec les médecins, avec les enseignants. Tout simplement parce qu'il n'y a pas, après des pics d'activité, des phases de reconstitution qui sont pensées et organisées. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on demande beaucoup de travail dans l'urgence, on ne permet pas aux gens de souffler après. Et ça, c'est très problématique. Et c'est un problème d'ordre managérial. Pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être différemment non, mais peut-être y compris à Radio France, mais en fait, on n'a pas véritablement, au niveau des RH, dans les équipes de presse, on est sous-dimensionné. On n'a pas véritablement de capacité RH de pouvoir permettre de mettre en place, je dirais, on discutait tout de suite, le droit à la déconnexion, pour permettre aux gens tout simplement de souffler, pour pouvoir les considérer, pour faire preuve de bienveillance. Ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Le journalisme est un métier qui porte sur la vocation. Les gens s'engagent par vocation, par aspiration. Mais il n'y a pas d'autres régulations qui sont mises en œuvre. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Le DRH qui doit normalement corriger des choses, qui normalement est en position dialectique avec sa hiérarchie, qui
tu dis attention là ça va pas, on roule sur les trottoirs, on tire trop les choses, etc. Ça n'existe pas vraiment. Et donc c'est un vrai problème. Hein, la régulation RH dans les médias est un vrai problème. Et donc on met les gens sous tension permanente, avec un stress chronique qui conduit, je vous renvoie à un très bon bouquin que j'ai écrit là-dessus sur le burn-out. Il y a aussi sur le burn-out, l'édition Bleu, il est sorti en format poche, donc pas cher. Voilà, mais j'explique tout ça. En fait, on pousse les gens dans des situations où ils consomment toute leur énergie, toute leur réserve, et effectivement après, ils sont dans une situation réellement de naufrage et de lassitude. Et ça, c'est pas non plus un métier qui exige de l'enthousiasme, de la joie, qui exige de découvrir la vie. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Peut-être tu veux dire un dernier mot. Non, merci à vous. Et puis bon, vous n'étiez pas très nombreux, mais ça sera. Merci à Émilie, merci à Eric, merci à tout le monde, merci à Marie. Et à bientôt. Et gardez courage hein, quand même. Hein.